Dans cette vidéo, je vais analyser des extraits de scènes de films autour du trading, de la bourse, mais également de la finance de marché d'une manière générale. L'idée, c'est de déceler le vrai du faux. Est-ce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont racontées sur les films autour du trading et de la bourse? Ou au contraire, est-ce que c'est réaliste? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre le petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions ou même des désaccords, vous pouvez les mettre directement dans les commentaires. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Avant peut-être de passer sur la première scène que je vais lire sur mon téléphone, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait 12 ans que je fais du trading et j'ai réellement travaillé en institution financière en tant que sales trader et analyse de marché. Donc je sais de quoi je parle et je sais comment ça se passe dans une boîte autour du trading et surtout dans une boîte de courtage. Et on va le voir, c'est ce qui se passe notamment dans le film Le Loup de Wall Street. C'est une boîte de courtage et Jordan Belfort n'est pas un trader mais un courtier. Et d'ailleurs, c'est souvent eux qui gagnent le plus d'argent. Mais j'y reviendrai peut-être par la suite. Allez, c'est parti, je regarde la première scène. My new friend Kevin Doyle showed me how you could leverage 2.5 times your cash at a day trading firm. I've been upping the dose for over a week. Bon, là, une day trading firm, c'est une société qui va faire du trading actif sur différents marchés. Pour le film ici, c'est le film Limitless. C'est pas un film spécifique trading, hein. Ça parle clairement d'une personne qui apprend des substances, qui va clairement le rendre beaucoup plus intelligent. Et évidemment, il va exploiter ça sur les marchés financiers. Je continue. It seemed to cut my learning curve. Alors là, ce qui est marrant, c'est que je crois que c'est la plateforme FXCM, une plateforme qui était très populaire à l'époque en France. On voit là sur les sortes de tickets d'ordre qu'on a sur le Forex. Et un broker aujourd'hui qui n'est quasiment plus présent sur le marché francophone suite à quelques histoires malheureusement un petit peu délicates. Je continue. Why are you buying that? The CEO was just indicted. But not for the big fat defense contract he bribed his way into. That's still on. Should be announced next week. I was jacked in, booted up. At the end of the week, my brokerage account contained over Bon, là, clairement, il a des informations que les autres n'ont pas. Et effectivement, ça peut s'exploiter sur le trading. Maintenant, avoir des informations qui ne sont pas encore sorties officiellement, c'est clairement illégal. Et c'est vraiment fortement puni, surtout aux États-Unis. Maintenant, peut-être qu'il a eu cette information grâce à son intelligence. C'est tout l'objectif du film, en fait. C'est tout le sujet, du film. Alors, est-ce que c'est réaliste ou pas? Je vais quand même continuer rapidement à la fin de cette scène. Word quickly got out. Donc là, en gros, il explique que sur ses comptes de trading, il a gagné énormément d'argent et assez rapidement. Donc ça, bon, clairement, c'est faux. On gagne jamais de l'argent hyper rapidement sur les marchés financiers, sauf si c'est de la chance. Ça, il faut vraiment le comprendre. Les personnes qui vont vous dire « j'arrive à faire du 20, 30%, 50% par mois » ou même en un seul trade, faire des énormes coups en bourse, c'est extrêmement rare. Et souvent, quoi qu'on en dise, il y a une énorme partie de chance. Donc là, ça montre que le mec, il est hyper intelligent. C'est encore une fois le sujet du film. Et il arrive à avoir les informations plus ou moins avant les autres grâce à son raisonnement et tout un tas de data. Je vous invite vraiment à regarder le film, il s'appelle Limitless, qui est incroyable. Mais non, clairement, ça, c'est pas réaliste. On va pas arriver comme ça. Quelqu'un qui a aucune expérience sur les marchés financiers, parce que c'est le cas à la base, c'est un peu un loser dans le film, joué par Bradley Cooper, et du jour au lendemain il se retrouve dans une boîte qui fait du day trading actif, donc c'est complètement irréel, mais c'est le sujet du film une nouvelle fois. Mais pour revenir sur le côté un peu finance, clairement ça marche pas comme ça. Justement, les institutionnels, même les fonds d'investissement spéculatifs, ils vont chercher certes à faire de la perf, ce qu'on appelle du PNL, mais en aucun cas à exploser un compte de trading de la sorte, parce que forcément, ça voudrait dire qu'il y a un risque énorme. Et aussi des choses que peu de gens comprennent lorsqu'on travaille dans des boîtes de trading, il y en a ici à Genève, d'ailleurs il y en a beaucoup, c'est qu'à partir du moment où avec son broker, on va avoir des trades un peu suspects, typiquement on va acheter le marché avant une grosse news et il y a un énorme mouvement, sachez que les brokers, et ça c'est hyper important de le comprendre, sont tenus de vérifier ça. Donc le broker, il peut mettre par exemple un compte bloqué, associé par exemple à une société de trading, par exemple ici à Genève, ça pourrait être le cas, et dire expliquez-nous pourquoi vous avez pris telle décision. Et s'il n'y a pas d'explication, on va dire crédible,
ça peut être compliqué, les fonds peuvent être bloqués et après il faut trouver un autre broker. Et ça arrive hyper régulièrement pour les sociétés qui sont réglementées notamment par la FINMA ici en Suisse. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi et encore une fois ne pas faire de délit d'initié. Donc c'est pas hyper crédible, mais c'est un film qui est incroyable que je vous recommande. Allez, je passe sur le film suivant. Donc ça, c'est le film qui parle de l'histoire de Bernard Madoff. Bien sûr qu'il y a les investissements. Je les ai falsifiés. Ils sont sur tous les bilans. J'ai falsifié tous les bilans. J'ai vu les déclarations. Elles sont fausses. Tout est faux. C'est une pyramide de Ponzi. Alors la pyramide de Ponzi, malheureusement, c'est quelque chose qui est hyper fréquent sur les arnaques autour du trading. Il y en a plein. Là, Bernard Madoff, c'était un vrai professionnel entre guillemets de l'arnaque de Ponzi, parce qu'il avait réussi à faire tenir le truc hyper longtemps. En fait, c'est des personnes qui investissaient en bourse. Ils proposaient des rendements sains. Je crois qu'on était aux alentours de 10-11% par an. Je ne sais même pas précisément, vous pouvez regarder. Donc, on est sur des rendements plus ou moins équivalents à ce qu'on pourrait faire sur les ETF. Sauf qu'il arrive à avoir une énorme stabilité. En fait, c'est les nouveaux entrants qui payaient tout simplement les anciens. Et le modèle, il a tenu jusqu'à ce que ça parte en vrille, ce qui est souvent le cas sur les pyramides de Ponzi d'ailleurs. D'ailleurs, certains vont dire que les banques sont plus ou moins une pyramide de Ponzi et je trouve que c'est pas totalement faux, mais ça, c'est un autre sujet. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en trading, là, à destination des particuliers, il y a plein d'escroqueries sur des... vous savez, il y a des MLM, ce genre de choses où au final, c'est des gros Ponzi et souvent, c'est associé à des services autour du trading. Et même globalement, ici, ça montre une arnaque et c'est plein d'arnaques ici dans le trading de détail. Il y a aussi des choses sérieuses. Mais une nouvelle fois, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Et là, ce Ponzi-là, il a marché parce qu'il n'était pas trop beau pour être vrai. Et c'est là où c'est en réalité hyper smart. Donc ça, c'est un film qui est hyper intéressant, qui montre aussi pas mal de limites en fait dans la finance de marché et plutôt, si je vais être plus clair, des éléments où il faut être hyper vigilant. Et il y a plein d'informations hyper pertinentes dans ce film-là. Je vous invite à le regarder. Je continue. Une pyramide de Ponzi, je comprends pas. Je prends l'argent à des personnes, je le redistribue à d'autres sans qu'ils travaillent et sans dégager bénéfice. J'ai expliqué. Oui, on est censé avoir 50 milliards. Mais on n'a absolument rien. Donc voilà, 50 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des montants, c'est gigantesque. Sven, Comment t'as pu faire ça? je ne pouvais plus m'arrêter, ça prenait toujours plus d'ampleur, c'était hors de contrôle. Des conneries. J'ai pas imaginé que les choses allaient tourner comme ça. Non, tu peux pas me faire ça, je suis ton fils. Papa, est-ce que tu réalises les conséquences? Je ferai tout ce qu'il faut pour vous. Oui, vous en sortirez, vous, ça ira. Il reste encore quelques centaines de millions et je m'assure. En fait, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que personne s'en est rendu compte. En tout cas, c'est ce qui est expliqué là dans cette scène. Parce que c'était hyper bien maquillé, hyper bien structuré. Le mec, c'était un génie de l'arnaque, on va le dire. Donc ça, pareil, un film qui est hyper intéressant, moins trading, mais qui montre encore une fois... les arnaques potentielles autour de la finance, et il y en a plein en fait, des arnaques même y compris dans les propres firmes. Si je peux faire un parallèle, et je le dis souvent en transparence, les propres firmes c'est un bon modèle, mais il faut pas se voiler la face, il y a quand même pas mal de liens avec une pyramide de Ponzi, parce que c'est ceux qui payent les challenges souvent qui vont payer ceux qui vont faire des payouts. Alors après on accepte ou pas ce modèle là, mais ça peut s'assimiler d'une certaine manière pour ceux qui connaissent le monde des propres firmes. Je continue sur la prochaine scène. C'est bon? Allez, vas-y, voilà. Ouais, c'est pas bien. Yours 6000 a pris écran. Ok, donne. Un homme tronc, il a pas de bras. Un homme tronc, il a pas de bras. Si tu passes un ordre, pas moi, tu prends pas trop Mal. C'est marrant, toi, c'est un ordre à 200 000 balles. Quel ordre 200 000 balles? 200 000 balles, c'est le prix de mon appart. Regarde, Prix de ton appart. Alors là, il parle d'un ordre à 200 000. Donc c'est le film L'Outsider, justement, qui retrace un peu l'histoire de Jérôme Kerviel, si je dis pas de bêtises. Alors un ordre à 200 000 euros, en fait, c'est vraiment extrêmement faible sur le côté institutionnel, mais vraiment extrêmement faible. C'est un ordre que en fait, beaucoup de retail peuvent prendre, même avec un petit peu d'effet de levier. Vous avez un compte à 50 000 euros, vous prenez facilement des ordres en volume, par exemple sur le Forex, à 200 000, voire plus, sans pour autant utiliser des effets de levier de fou. Sachez que 200 000 sur le Forex, c'est simplement 2 lots, 200 000 en volume sur l'euro-dollar. 2 contrats, c'est pas 10, 50, c'est juste 2 contrats. Donc c'est vrai que c'est extrêmement faible. Donc ça, c'est plutôt réaliste, ce qui est dit par son collègue là, en disant que c'est assez faible. Je vais continuer. Allez, où ton appart, montre-moi? je sais pas, là. Mesure-le entre le pouce et l'index. Voilà, ça donne quoi? 1/60 de millimètre. C'est un peu plus gros.
Si tu veux réussir dans ce boulot. Bon, je pense pas que ça se passe comme ça réellement dans les films après, mais au niveau de la scène où il lui montre son appart comme ça, vous vous en doutez, hein, ça reste un film, mais hyper réaliste, hyper réaliste. D'ailleurs, je pense qu'ils ont dû se faire bien accompagner quand ils ont tourné ce film par des professionnels de la finance. Je me demande si ils se sont pas fait accompagner, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu ça par la boîte Crescendo Trading qui propose également des services autour du trading. Mais voilà, là dans cet extrait, c'est quand même assez intéressant parce que ça montre en fait des choses réalistes, c'est qu'en salle de marché, 200 000, c'est que dalle. C'est que dalle. Même pour une petite boîte ridicule qui fait du trading, 200 000 en volume, c'est hyper faible. Allez, je continue sur la prochaine scène. Comment ça va aujourd'hui? Vous nous aviez envoyé une carte postale il y a quelques semaines où vous nous demandiez Là, des c'est Ludo renseignements Street, sur des valeurs à 3 sous qui auraient un énorme potentiel, avec un taux de risque très faible. Vous voyez de quoi je parle? Alors attendez, je vais relancer rapidement juste pour être sûr d'avoir bien compris le début. Comment ça va aujourd'hui? Vous nous aviez envoyé une carte postale il y a quelques semaines où vous nous demandiez des renseignements sur des valeurs à 3 sous qui auraient un énorme potentiel, avec un taux de risque très faible. Vous voyez de quoi je parle? Oui, c'est possible, oui. Ok, super. La raison de mon appel d'aujourd'hui, John, c'est que nous... Donc là, on n'est plus du tout sur le côté trading, on est sur le côté courtage. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que la première chose qu'il fait quand il va appeler le prospect, parce qu'il n'est pas encore client à ce moment-là, c'est essayer de mettre un lien entre lui et le prospect. Là, en l'occurrence, c'est la carte postale sur des brokers futurs ou surtout CFD qui sont très axés retail. Mais il y a des très bons brokers CFD. Et je suis partenaire d'IG, côté en bourse. C'est une banque en Suisse, c'est hyper intéressant. Mais sur la plupart en fait, des courtiers d'ailleurs, CFD ou pas, peu importe, en fait, ils vont devoir, pour contacter le client, et ça c'est vrai, avoir un lien. Par exemple, le client il va ouvrir un compte virtuel. En ouvrant un compte de démonstration chez n'importe quel courtier, en fait, vous allez mettre votre numéro de téléphone, votre email, vos informations, et donc le courtier il a le droit de vous appeler. C'est plus considéré comme du démarchage, sachant que le démarchage est aujourd'hui complètement interdit. C'est-à-dire si un broker vous appelle pour vendre sa plateforme, alors que vous n'avez pas au préalable rempli un formulaire, un compte démonstration ou montré un intérêt, vous êtes inscrit à une initiation, peu importe, c'est pas possible. Donc là, eux, ils en ont strictement rien à faire dans le Wall Street, mais ils faisaient déjà plus ou moins de la publicité, etc. dans les journaux, et ils allaient targeter d'ailleurs souvent des profils pas du tout qualifiés et qui n'y connaissent rien en termes de bourse et d'investissement, et encore moins de trading. Je continue. L'opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue ces 6 derniers mois. Si vous avez quelques secondes, j'aimerais vous en parler un peu. Vous avez une minute? La société s'appelle Aerotime International. C'est une boîte de technologie de pointe très prometteuse du Midwest. Ils attendent incessamment sous peu le brevet qui va concrétiser la prochaine génération de détecteurs de radar. Il va y avoir des applications militaires et civiles dans tous les sens. C'est maintenant qu'il faut se décider. Alors quand on travaille chez un courtier, et je suis bien placé pour vous en parler parce que j'ai bossé encore une fois pour un broker, et on n'a pas le droit de faire du conseil en investissement financier. En tout cas, c'est toujours très délicat. Donc par exemple, si on veut recommander une valeur ou essayer de guider le client, ça doit se faire vraiment d'un côté vraiment pédagogique ou surtout avoir des sources tierces. C'est pour ça que la plupart des courtiers vont peut-être vous envoyer un article par email d'investing.com ou d'un autre média. Donc ça, c'est pas vous directement qui donnez l'information. Maintenant, il faut être très vigilant. Moi, quand je travaillais pour, je vais le citer, pour Admiral Markets, qui reste un très bon broker, tous nos appels étaient écoutés par un service compliance qui vérifiait justement si on dit pas trop de conneries, si on fait pas de conseils et si on n'a pas incité le client à prendre des trades pour générer encore une fois du PNL, etc., des déposits et tout ce que vous voulez. Donc le conseil d'investissement, c'est clairement interdit. Après, ça dépend comment la boîte est régulée, ça dépend où elle est régulée. Il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Union européenne dans le monde, mais globalement, c'est plutôt ça les standards. Je continue. Les actions se vendent sur le marché de gré à gré à 10 cents le titre. Et je vous le dis, John, notre analyste nous a indiqué que ça allait grimper très vite. Votre profit sur un investissement, disons, de $6 000 pourrait monter à plus de $60 000. Ah, c'est le montant de mon crédit. Exactement, vous pourriez rembourser votre... Voilà, donc de 6 000 à 60 000 $. Et là, clairement, il fait du conseil. Il dit, voilà, Aerotime International, je crois que c'est le nom de la boîte. Allez-y, c'est une belle boîte, il y a un énorme potentiel. Si je continue... Et rembourser votre crédit. Voilà, exactement. Vous pourrez rembourser votre crédit, etc. Donc là, il vend du rêve, il vend des performances incroyables à des personnes qui ne sont pas du tout qualifiées. Et c'est complètement réaliste. Et encore maintenant. Alors maintenant, c'est avec des courtiers qui sont vraiment des courtiers mal réglementés ou pas réglementés, voire des scams, qui vont vendre du rêve, qui vont avoir des sales, qui vont dire n'importe quoi au téléphone, qui vont dire que le Bitcoin il va monter à 1 million, ce qui est peut-être vrai, mais ils n'en savent strictement rien en réalité, simplement encore une fois pour que les mecs ils tradent, ils passent des positions, ils vont leur faire peur de louper l'opportunité, et ça en tant que courtier c'est totalement interdit. Mais sachant que c'est un film, en l'occurrence ça représente le début du courtage en quelque sorte,
Et donc c'est plutôt réaliste parce que même encore maintenant, sur des offres non réglementées, des brokers non réglementés, c'est des choses qui existent. Et je le vois, moi-même, ça m'arrive de me faire démarcher. Est-ce que je mets mes numéros de téléphone un petit peu partout parfois pour comprendre un peu l'industrie? Est-ce que je suis un vrai passionné par le courtage? Et j'ai aussi aidé des personnes à monter des brokers, donc je sais vraiment de quoi je parle. Et je peux vous dire que c'est hyper compliqué de setuper ça. Surtout maintenant avec les problématiques des banques, etc. Mais je ne vais pas vous en dire plus, je ne pense pas que ça vous intéresse. Mais c'est vraiment méga réaliste de vendre du rêve pour générer des dépôts. Et ça existe encore sur des brokers offshore. Je vais passer directement à la scène suivante, donc l'outsider une nouvelle fois. Attends, comment ça va péter en face? On va voir si c'est réaliste Les justement. caisses de la banque. Ah, c'est toi, tu vas comprendre. Je spécule sur la hausse ou la baisse du marché. Si je pense qu'il va monter, j'achète. Si je pense qu'il part à la cave, je vends. Ça s'appelle un spiel. Attends, t'es sûr de ton truc là? Non, c'est ça qui est bon. Allez, plus ça monte, plus je la revends cher, plus je me fais du fric. Bon alors là déjà là pour le coup c'est complètement irréaliste. Donc là le mec il arrive sur la plateforme de trading, il est dans la banque et il est pas sûr de son coup. On n'est jamais sûr de rien évidemment en bourse, mais voilà, la manière dont c'est fait, on a l'impression que c'est complètement la rage. Croyez-moi que dans les banques, même à l'époque, c'est pas comme ça. Il y a eu des failles, on l'a vu encore une fois avec l'affaire Kerviel, mais à ce niveau-là, alors moi j'ai pas travaillé en banque, mais je fréquente pas mal de gens qui travaillent dans des banques, alors plutôt dans des banques en Suisse parce que je suis basé en Suisse. Mais croyez-moi que c'est pas le bordel comme ça. Ça n'a rien à voir avec le trading particulier où le trader particulier va faire son analyse, sa gestion de risque, il va regarder le calendrier économique, il va tout faire de A à Z, l'exécution, etc. Quand on fait du trading en banque, souvent en fait on est opérateur de marché, c'est pas le côté trading entre guillemets le plus sexy, on est un génie, on va savoir quand ça grimpe ou ça baisse. Ça c'est plutôt dans les hedge funds, dans les fonds spéculatifs. Dans des banques, on va faire de l'exécution d'ordre, soit pour d'autres clients, ou soit directement pour le compte de la banque, mais au préalable, il y a toute une batterie d'analyses qui a été faite généralement. Et il y a des garde-fous. Encore une fois, on l'a vu avec la Société Générale, tout n'était pas parfait, ça c'est une évidence. Et d'ailleurs, ils ont réussi à trouver un bouc émissaire d'une certaine manière, mais la banque pour moi est responsable, la Société Générale, mais c'est tout un autre sujet. Mais je continue, mais pour moi déjà ça c'est complètement irréaliste sur ce côté-là. Je sais pas ce que je fais, j'y vais, let's go, et c'est un petit jeune qui prend le trade, ça me paraît bizarre. Oh la vache, ça monte là. Attends, t'as vu une info? Non, juste du feeling. Non. Voilà, juste du feeling, voilà Ça ce que je dis, continue c'est pas 25, du feeling de 30, trading malheureusement. Qu'est-ce que je fais, je coupe là? Ben non, Ça marche pas comme ça. Petit brin. T'es sûr? Quand ça grimpe, 40 000 euros. Je fais quoi? Je coupe là? Non, ça va continuer de grimper. Attends, t'es sûr? Parce que si ça se retourne, ça va quoi, se faire défoncer la tête là? Oui, merci, je sais. Ouais, voilà, ça se retourne, je t'avais dit, ça se retourne. Regarde, je perds 25 000 là. Je repère 25 000 là. Va bien, je fais quoi? Je Déconne pas, garde la position. Putain, c'est stressant ton truc hein. N'importe Voilà, regarde, ça quoi. rebondit. Voilà. Mais non. Ça rebondit. On dirait des gros amateurs qui. On dirait des gros amateurs qui tradent. Vraiment, ça rebondit, ils sont derrière et ils contrôlent rien au niveau de leurs émotions. C'est complètement irréaliste. Puis après, bon, ils génèrent un gain quand même de 100 000, je crois. Non, ça s'arrache, regarde. Ça s'arrache. N'importe quoi. Bon, ça, par exemple, pour moi, c'est complètement irréaliste. Enfin, c'est jamais on voit ça dans une banque. Vous imaginez, on ne traite pas avec des montants importants comme ça en faisant n'importe quoi. Ça, c'est juste pas possible. Je vais revenir rapidement quand même avant sur la scène de Limitless, vraiment un de mes films préférés. Et juste pour faire un petit parallèle, là on voit il prend une substance. Souvent on me pose la question, est-ce que quand tu travaillais chez un courtier ou en institution financière ou ce que tu as vu autour du trading, c'est mes amis qui n'ont rien à voir avec le trading me demandent si les personnes prennent des substances. Vous voyez très bien de quoi je parle. Moi de mon expérience, non. Ce que j'ai remarqué sur les personnes qui s'en sortent bien, qui sont plutôt bons au trading, c'est à l'inverse plutôt des personnes assez saines qui vont généralement faire du sport, qui vont manger bien. Alors c'est pas les profils les plus parfaits non plus, on a tous des défauts, mais qui vont généralement justement pas prendre de substances pour tenir dans la durée. Généralement ceux qui font ça, ils vont réussir à faire un peu de cash parce que ça peut effectivement à court terme les aider, mais à long terme c'est tout sauf une bonne idée de prendre des substances lorsqu'on fait du trading. Donc pour moi c'est pas vrai. Encore une fois, les opérateurs de marché, c'est pas des brokers, c'est pas des courtiers, c'est des personnes qui sont hyper entre guillemets plus profil geek selon moi, devant les écrans hyper sérieux et qui font leur job très bien et justement qui ont une vie assez saine. Et ça j'ai pu en parler avec Bernard Pratzeklo qui a tradé notamment à Genève dans un fonds. Je peux vous dire que ces opérateurs ils sont hyper sains, il y a la moindre connerie qui est faite, ça dégage et je trouve ça normal. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de mythes par rapport à ça, en mode les traders ils prennent des substances. Pour moi, ça c'est le cas sur des petites boîtes ou parce qu'il y en a beaucoup malheureusement qui prennent ça, mais
en fait, c'est pas spécifique, si vous voulez, au métier de trading. Je pense que c'est surtout là où il y a de l'argent à un moment donné à un autre, où malheureusement on peut tomber dans ces pièges-là. Mais encore une fois, ceux qui tiennent dans la durée et qui arrivent à rester fidèles à leurs émotions, à contrôler leurs risques, etc., croyez-moi, ils prennent pas ce genre de substance. Et encore une fois, je vais pas le citer ici sur YouTube. Vous voyez bien de quel genre de substance je parle. Donc ça, c'est plutôt vraiment ce que je vois autour de moi. C'est des gens vraiment hyper sains de manière générale et pas des gens qui sont dans les excès, etc. Maintenant, évidemment, quand il y a de l'argent, il y a toujours un petit peu de ça. C'était juste la parenthèse en revenant rapidement sur le film de Limitless où on le voyait prendre de NZD, je crois. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans le film Limitless. Allez, je passe sur la dernière scène. Donc de nouveau, le Loup de Wall Street, cette fois-ci, c'est en anglais. Now, the key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement. Because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Alors là, typiquement, c'est le FOMO, hein, c'est la peur de louper l'opportunité. Et là, en fait, il explique comment réussir à convertir un client, en fait, tout simplement. Ce film est quand même pas mal, on va pas se mentir. Mais encore une fois, c'est pas des traders, hein, c'est des brokers. Et souvent, c'est eux qui gagnent le plus de cash, je vous le dis. Hein. C'est une réalité. Hein. Je veux dire, si moi aujourd'hui je devrais retourner en institution, redevenir salarié, entre guillemets employé, travailler full-time pour un broker, je le ferais pas en tant que trader. Parce que je pense que c'est pas le job entre guillemets le plus intéressant selon moi quand on est dans une banque ou dans un fonds, dans une grosse institution, parce qu'on est très contrôlé. Encore une fois, on est vraiment plus opérateur de marché à faire de l'exécution. Je préférais être dans le courtage, côté vente, faire par exemple de la vente d'options OTC sur des produits dérivés, ce genre de choses, trouver l'acheteur, le vendeur. Il y a le côté un peu commercial et on prend du cash quoi qu'il arrive, que les marchés grimpent ou ils baissent. Sur le côté institutionnel, je maintiens, c'est mieux d'être broker. Maintenant, en tant que particulier, évidemment, on ne peut pas être broker. J'allais dire, sauf si vous faites des options, vous êtes entre guillemets, vous pouvez être assureur si vous êtes vendeur d'options, mais c'est un petit peu différent. Donc globalement, non, quand on est particulier, être trader, c'est top parce qu'on a toute la liberté, on n'a pas la problématique qu'on va avoir lorsqu'on est dans une banque ou dans un fonds. Mais simple conseil, une petite parenthèse, si vous voulez travailler dans le monde de la finance de marché, que vous êtes jeune, vous voulez faire l'étude pour, côté courtage, je trouve que c'est hyper intéressant et surtout courtage institutionnel. Je continue rapidement sur cette scène-là. At 11 and took you out at 47. US Steel at 16, took you out at 41. You wouldn't be saying to me right now, Chester, pick me up a few thousand shares of Disney on the spot right now. Come on. I mean, honestly, Kevin, honestly, seriously? I don't know you. You cold called me. You're a total stranger. I am in complete agreement with you. You don't know me. I don't know you. Just take a moment to introduce myself to you. My name is. Allez, bref, je vais m'arrêter là sur cette scène. Sur cette dernière scène, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, quand on travaille chez un broker, on a des formations régulièrement. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, dans les brokers réglementés, on a certes des formations un petit peu comme il fait. Là, il fait une formation, Jordan Belfort, il apprend à ses employés comment bien vendre. Le truc, c'est que nous, on va nous apprendre à vendre, mais en respectant toutes les règles pour que ce soit compliance, pour que le courtier ne perde pas sa licence et qu'il dure dans le temps. Donc ça a bien changé. Mais encore une fois, ça dépend si on compare broker régule, broker non régule. Ce que je peux juste vous dire, c'est que ce qui se passe dans le film Loup de Wall Street, c'est des choses qui existent encore aujourd'hui, surtout ce qui est du non régule. Et je crois que c'est même encore pire qu'à l'époque. Mais encore pire avec les cryptos, tous les dépôts de crypto, le nombre de personnes que j'ai vues perdre des milliers d'euros en allant sur des brokers scams, y compris des gens qui sont médecins, avocats, chirurgiens. On peut se dire c'est des gens qui sont intelligents. Ils le sont d'ailleurs, mais ils n'ont peut-être pas cette intelligence, comment je pourrais dire, de vigilance quand on va passer par une institution financière. Et ils vont aller tomber dans les mains d'escrocs. Et c'est typiquement des choses qui existent encore aujourd'hui. Donc, il faut être hyper vigilant. Et encore une fois, si vous voulez trader, que ce soit les CFD, les futurs, les turbos, peu importe en fait les produits, le broker doit être méga réglementé. Alors maintenant, pour conclure les petites scènes que j'ai pu voir, donc vous l'avez compris, il y a du réalisme. Côté Loup de Wall Street, au final, c'est assez réaliste, même si, à mon avis, il y a des scènes qui sont très exagérées, avec les soirées, etc. On est bien d'accord, mais sur le côté, on va dire, métier de courtage, c'est assez réaliste selon moi, parce que c'est des choses, encore une fois, qui existent. Je ne vais pas me répéter trop longtemps, sinon vous allez vous ennuyer. Ensuite, sur le film L'Outsider, il y a des choses qui sont justes. Par exemple, quand on parle du volume à 200 000, c'est extrêmement faible, on va pas se mentir, c'est ridicule. Par contre, après, quand on voit 3 traders là derrière l'écran, ils savent pas gérer leurs émotions, ils deviennent tout fous.
sur un trade et ils font ça sans aucune analyse, on a l'impression que c'est du jeu. Franchement, ça n'existe pas ou c'est très très rare, sinon la personne se fait dégager à vitesse grand V, et ça je vous le signe, je vous le confirme. Ensuite, sur le film Limitless, bon, voilà, c'est un film qui n'a pas vraiment lien avec le trading, encore une fois. Ce que je peux juste vous dire, c'est que les performances qui sont vendues dans Limitless, c'est juste impossible, sauf si vous êtes un énorme génie, ce qui est son cas, mais on est plus sur l'ordre de la fiction que de la réalité. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu ce type de format. S'il y a d'autres films que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à m'envoyer les liens de scènes que vous trouverez sur TikTok. Comme ça, je les reprends facilement et je vous ferai une partie 2. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre le petit like, et tous ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, je vous ai fait une initiation 100% gratuite. Le premier lien dans la description. Allez, à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Ciao, ciao. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.